Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 5ème de couve, le podcast de débat autour du manga. Si à 30 ans... Non. Si à 40... Non. Si à... Oh non, finalement, peu importe votre âge, si vous n'avez jamais lu Yu Yu Hakusho, vous avez raté votre vie. Bon, évidemment, j'exagère. Mais nous, on aime ce manga de Togashi. On l'aime tellement. On l'aime parce que c'est un manga de notre génération, ok. Mais aussi parce que c'est un manga qui fourmille d'idées, d'envie. Ça fourmille de tips d'auteurs de manga, d'expérimentation, de fun et bien sûr de petites doses de catharsis bien diluées. Yu Yu Hakusho est désormais donc un manga en 12 tomes en France dans l'édition actuelle. Et c'est sur celle-ci qu'on va se baser pour vous donner des repères sur cette émission. Une émission plaisir plus qu'analyse, car nous allons vous parler de 10 scènes de ce manga culte, 10 scènes qui viennent illustrer des moments qu'on aime. C'est pas forcément les 10 meilleures scènes, c'est 10 scènes qui en une heure vont nous permettre de revivre les aventures de Yusuke et Kuwabara. Et à votre avis, l'un des meilleurs mangas de la galaxie est-il aussi le manga le plus vendu au monde? Oh bah il doit quand même faire partie de, je sais pas, top 20 peut-être Eh bah non, les gens ils préfèrent One Piece. Les gens sont bêtes. Les gens préfèrent Slam Dunk, figure-toi. Slam Dunk. Ah là, c'est inadmissible. Non, plus sérieusement, il est dans le top 30 des mangas les plus vendus au monde. T'es pas loin avec le top 20. Top 30 ça va quand même, ça va. Je crois qu'il est 30e. Après, il y a toujours, c'est toujours un peu compliqué ces tops parce que il y a les tirages, il y a les ventes effectives. En vrai, top 30, je trouve qu'il est dans la bonne tranche pour le coup. Oui, il est très bien comme ça. Bon, vous êtes prêts? Revivons Yu Yu Hakusho en 10 scènes maintenant dans la 5ème de couve et c'est juste après le générique. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... La 5ème de couve, c'est le seul podcast où tous ensemble, nous allons découper, disséquer, dépecer, charcuter. Aimer Yu Yu Hakusho. Salut Julie, salut Cagnard, salut aux absents qui avaient bien envie de participer mais qui ne sont pas là. On pense évidemment à Robin et à Johnny. Vous allez bien? Ça va et toi? Oui, très bien. Ça va. Place à Yu Yu Hakusho. La parution de la dernière édition française en date de Yu Yu va se boucler avec le 12e volume qui sort le 8 décembre pour un coût total de 102 € avec les 5%. Ah, c'est important, on approche de Noël, certains ont des bons cadeaux au travail. En voilà une bonne idée cadeau. Exactement, c'est pas mal de rappeler un peu les prix puisque cette édition-là c'est surtout une édition économique. Alors elle est mieux lettrée et économique. C'est ces deux bons côtés à cette édition là. Parce qu'avec le vieux lettrage à la main de l'époque. Ah bah c'est rétro après hein. Non mais c'est une bonne idée. Sur le coup c'était une bonne idée. Genre demander à un dessinateur de faire le lettrage et tout. Bah oui, c'est un auteur de BD. Dans le champ des possibles bonne. En tout cas, c'était une bonne idée. Voilà, mais ça c'est dans les années 90, il y a très longtemps. Le 14 décembre prochain sort aussi la série live Yu Yu Hakusho sur Netflix. Qu'elle soit bien ou pas, peu importe. Parce que vous ne devez pas être série only. C'est l'expression qu'on donne. Ah, moi je suis animé only, moi je suis série only. Non, vous n'êtes pas du tout only. Partez du principe que tout ça est un énorme espace publicitaire géant pour le manga. Et ça, c'est une super nouvelle. On vous l'interdit de façon d'être only. Si vous êtes auditeur de la 5ème de couve, vous n'avez pas le droit. Si, ils peuvent être manga only. Non, même pas. Il faut faire de tout. Franchement, il faut être curieux. Non, mais on fera un petit supplément quand elle sortira. Oui. De manière évidemment. Anecdotique, on pourra dire quelque chose. Bon, 10 scènes pour revivre Yu Yu Hakusho en 1 heure, c'est ce que l'on vous propose maintenant. À chaque fois, nous allons donner le numéro du tome, nouvelle édition, et du chapitre. Comme ça, si vous n'êtes pas à jour, vous pouvez arrêter l'émission à ce moment-là et reprendre la lecture un peu plus tard, et c'est réglé. 10 scènes sur les 19 tomes de base, ou sur les 12 donc, de la nouvelle édition. Ça veut donc dire faire des choix. Nous n'allons donc, comme d'habitude, ne pas être exhaustif et d'ailleurs ça n'a jamais été notre objectif. Si vous découvrez cette émission, sachez que nous revenons chaque semaine avec 1 heure de podcast, parfois plus, rarement moins, pour parler de manga. Parfois nous proposons des émissions consacrées à des approches d'œuvres entières, comme cette semaine avec Yu Yu Hakusho ou la semaine dernière avec L'Habitant de l'Infini. Parfois c'est de la recommandation comme il y a quelques semaines, il y a 2 mois même avec les mangas de la rentrée, ou la semaine prochaine avec une sélection de créations françaises. Si vous aimez ce qu'on fait, abonnez-vous, activez les notifications, visitez nos pages sur les réseaux sociaux et allez faire un tour sur notre bon vieux blog la5emedecouve.fr. Première scène de notre sélection Yu Yu Hakusho pour revivre Yu Yu Hakusho, chapitre 1, tome 1, un premier contact avec le manga. Si vous ne connaissez même pas encore Yu Yu Hakusho, écoutez bien.
parce que c'est aussi une approche qui vous permet d'avoir non pas le résumé mais le point de départ de cette aventure. On commence donc, on rencontre Yusuke Urameshi, que plutôt un bad boy, et il meurt. Voilà, bam. Au revoir, merci d'être venu. En voulant sauver un petit garçon, il se fait renverser par une voiture et non pas par un camion. On n'était pas encore dans le trope des trucs cool à ce moment-là, et des isekai, et il se fait renverser par une voiture de sport et il meurt. Voilà, et ça c'est au bout de une vingtaine de pages à peu près. Oui. C'est horrible, je viens de me faire un what if dans ma tête si Yu Yu Hakusho était un isekai. Je reviens de très loin là. Non, et puis ça commence même dès le début en fait, même dès les toutes premières pages, on voit qu'il se fait renverser. Ensuite, il y a un tout petit flashback où on voit comment il en est arrivé là. Et c'est stupeur quoi. T'ouvres un manga. Non, surtout qu'on est, dites-vous, on est dans les années 90. C'est 90, ouais. Pile. Donc, et oui, mais nous en France, on lisait pas le japonais encore en 1990 en France. Personne ne lisait le japonais dans le monde entier à part les japonais. Donc on est dans les années 90 en France, on voit arriver ce manga. Et là, c'est un petit peu choquant. Dès là, de base, tu démarres un manga avec un perso qui est un voyou, c'est quand même assez rare. Pour les shonen qu'on avait à l'époque, mais c'est vrai que si tu reprends ce pitch à notre époque, c'est devenu un pitch d'un banal quoi. Tu sais, c'est un lycéen qui meurt en essayant de sauver un enfant. Et du coup il va se réincarner. C'est super basique là ton histoire. Ceci dit, c'était déjà un peu basique parce qu'il y avait Astro qui s'était déjà fait renverser par le petit garçon qui s'était fait renverser par une voiture, Tobio qui s'était fait renverser par une voiture de l'espace, voiture volante, et qui était devenu Astro. Donc bon, mais il y avait ce concept de se faire renverser par une voiture, c'était déjà présent dans le manga. Mais c'est vrai que là on était à une époque où on s'attendait pas du tout à ça. C'est quand même un peu la stupeur d'arriver sur cette scène, et là on te dit il va être détective du monde des ténèbres. Ouais, c'est ça, tu vois. Après moi j'ai le souvenir que cette scène m'a pas plus marqué que ça au début du manga, parce que tout va tellement vite. Du coup, oui, le personnage est mort. Oui, mais de toute façon, l'intrigue en a besoin qu'il soit mort pour avancer. Et moi, je me souviens que vraiment ma prise de contact avec Yu Yu Hakusho, ça a vraiment été Yusuke, tu vois. C'était avoir un voyou. Je comprenais pas pourquoi l'auteur avait pris un personnage de voyou. Et en fait, quand tu lis le début de Yu Yu Hakusho, tu tombes sur Yusuke, tu vois que c'est un voyou, mais en fait c'est plus un personnage espiègle. Tu vois, c'est comme un gamin, il fait des bêtises, il fait des conneries, sauf que lui s'amuser, c'est se battre en fait. Et du coup faire des bêtises, c'est vraiment se battre et se bagarrer avec tout le monde. Donc t'as un personnage qui est d'une part qu'on te présente comme un personnage négatif, mais on annule ça très rapidement avec ce côté enfantin, on va dire, qui te fait adhérer au perso, parce que t'as envie aussi qu'il fasse un petit peu des conneries. Je suis pas sûr que ce soit ça qui l'annule, parce que dans cette scène de l'accident de la mort de Yusuke, c'est en sauvant un enfant, donc oui, voilà. Il fait des conneries. De base, on te donne direct mais le mec, il a les valeurs quand même. Il a les valeurs, et il va ou les valeurs ou des réflexes, et il va sauver un enfant tout de suite, et l'enfant est sauvé, et c'est lui qui meurt à sa place. Ouais. Surtout, tu dis qu'il est enfantin, mais il a que 14 ans. En fait, c'est un enfant lui aussi. C'est un jeune ado, quoi. Ouais, c'est vrai. Et non, ce qui est marrant, c'est que effectivement, la question, en tout cas, au départ de la série, c'est de savoir est-ce qu'il va être une bonne personne ou pas, parce que les avis diffèrent beaucoup selon ses fréquentations. Donc, ses amis, évidemment, le trouvent super. Sa copine le trouve super, bizarrement. Il n'est pas encore sa copine. Oui, c'est son ami d'enfance. Mais après, il y a tout un tas d'autres gars qui veulent juste le taper parce qu'il est le plus fort. Le renvoyer de l'école, enfin lui mettre plein de choses sur le dos, alors que lui, finalement, ce qu'il aime, c'est juste effectivement se bagarrer, et c'est vraiment son plus grand plaisir dans la vie, quoi. Mais on voit aussi que c'est un enfant qui est seul, qui prend soin des gens autour de lui. Je trouve que, en fait, effectivement, je sais pas trop s'il a créé ce personnage ou pas,
du bad boy, mais avec un bon fond, Non, parce que finalement, il y en a d'autres. Ouais, au Japon, il y avait plein d'autres mangas comme ça, c'est juste qu'on les connaissait pas en France. Au moment où Yu Yu Hakusho arrive, ça m'a mis un peu de temps, enfin, à part GTO peut-être, mais mais GTO, ça a commencé quand même 5 ans après, quelque chose comme ça, donc effectivement, mais en tout cas, c'était sympa de voir que ça a bien pris, quand même. Non, parce que, en tout cas, quand moi je les ai relus, là, je me suis dit, effectivement, au départ, tu pars plus sur quelque chose de comique. Enfin, il y a une forte influence encore des mangas de Toriyama, des débuts de Dragon Ball, où c'est beaucoup de scénettes, de petites histoires qui s'enchaînent, pour montrer à quel point, effectivement, c'est un gars banal. Pour l'instant, il n'a pas de super pouvoir, ou c'est pas un super... un mec avec plein de potentiel. Son destin est encore dans la balance. Il faut qu'il fasse de bonnes actions aussi. Donc, mais le concept était là. Le concept est là. En fait, le concept qui va parcourir toute la série, ce concept de moralité, vraiment, au final, tu le retrouves dès le début et dès la mort de Yusuke. En fait, Togashi donne les codes depuis le début. Ouais. En fait, pardon, pour rebondir à ce que tu disais, c'est vraiment, pour moi, c'est effectivement, c'est la question de la moralité, mais moi, j'avais toujours vu ça comme un avant et un après. Donc il y a toujours ce truc de avant la mort, qu'est-ce qu'il a fait, après la mort, qu'est-ce qu'il va faire. Et pendant un moment, la série, c'est tout le temps, il meurt et il revit. Enfin, il y a une espèce d'aller-retour entre le monde des vivants et le monde des morts. Donc effectivement, c'est plus intéressant de le placer sous l'angle de la moralité. Justement, la moralité, il va la mettre en jeu à la fin du tome 1 de la nouvelle édition, chapitre 13 puis chapitre 14 donc on est à la moitié du tome 1 et à la fin du tome 1 pardon, et au début du tome 2, on est à cheval sur les deux avec ces 2 épisodes, et un incendie qui se déclenche dans la maison où son corps est, parce que à ce moment-là, il est mort, mais il a réussi à faire passer les infos pour qu'on garde son corps. Non mais voilà, c'est ça qui est rigolo aussi, c'est que là on est encore dans le comique, je trouve, à ce moment-là, puisqu'ils doivent toujours préserver son corps avec sa mère qui fait absolument n'importe quoi. Qui est un personnage à part, sa mère. C'est un personnage à part qui est vraiment assez unique dans le manga. On n'a jamais vu de perso comme ça. Mais j'adore moi la normalité de... Non mais il est pas mort, faut garder son corps. Ah ok, ça marche. L'étrange normalité de ce personnage, il y a plein de moments, même genre bien plus loin à la fin, genre quand ils sont tous devant Sensui, elle se pointe aussi et elle dit c'est lui le nouveau méchant. Mais qu'est-ce que tu fais là? Maman, mais elle maman. passe, quoi, tu vois. Vraiment elle passe. Et dans la maison où le corps de Yusuke se déclenche un incendie criminel en plus. Un incendie criminel en plus. Et si son corps brûle dans l'incendie, il ne pourra jamais revenir. Aïe, aïe, aïe. Et c'est à ce moment-là que son ami d'enfance, Keiko, fait tout pour essayer de le sauver, évidemment par amour. Et c'est là où je trouve que la romance intervient dans une première fois vraiment dans le manga de manière très intense. Il y a même 2 éléments très intenses. Je commence par la romance, puisque guidée par Yusuke, elle va essayer de le sauver, de tout faire pour le sauver. Et là, t'es dans un manga de baston comique. Et puis avec un mec qui est pas du tout là pour faire, enfin s'il fait le malin, mais qui est pas du tout là pour faire le tendre. Et on nous met une histoire d'amour. Ouais, mais pareil à l'époque, c'est pas commun. Ouais. Je sais pas si c'est pas si commun que ça, parce qu'au final dans nos lectures de français alors dans les lectures de français évidemment que non, mais si tu regardes dans le style Furio, souvent il y a toujours des histoires d'amour, il y en a toujours. Ça va avec, mais c'est vrai que normalement ça arrive après, un peu plus tard dans le récit. Lui, c'est vrai qu'il commence avec cette histoire d'amour parce que c'est carrément l'intrigue, c'est l'intrigue de toutes ses premières histoires. C'est souvent Keiko et lui. Et j'avoue que c'est assez audacieux de commencer par ça, mais en même temps ça te permet d'avoir une place vraiment particulière pour Keiko. Et je rebondis encore sur la mère de Yusuke, où je me dis encore une fois, avec elle on a cette histoire de moralité. C'est clairement une mauvaise mère, elle doit faire partie des pires parents, mais en même temps c'est un personnage que tout le monde aime bien, et t'as l'impression qu'elle s'est toujours occupé bizarrement de Yusuke quand même, tu vois. Donc même chez ce perso, il y a ce truc de amoral, mais personne la déteste, ce perso, tu vois. Ouais, on va dire qu'elle a fait de son mieux, et que son mieux c'est pas énorme. Ouais, c'est vraiment pas beaucoup.
Bah, c'est vraiment une mère loubarde, quoi. Enfin, JTO, tu vas retrouver un peu la mère de Moulaï, comme ça. Mais moi, ce que j'aime bien, effectivement, dans ce passage sur l'incendie, c'est que tu vois, à ce moment-là, que Keiko, elle a quand même un rôle moteur. Elle n'est pas passive, elle est quand même assez présente. Même si elle est au second plan, ça ne veut pas dire qu'elle fout rien ou qu'elle n'a pas d'importance. Non, c'est elle qui est proactive. Voilà. Pour le coup. Là, pour le coup, c'est elle qui va le sauver, qui va faire en sorte de préserver son corps, de le sauver. En fait, je trouve qu'en tout cas, dans les premiers tomes, il y a une présence de Keiko qui est importante et tu comprends les motivations aussi de Yusuke à ne pas partir trop vite dans l'autre monde parce que finalement, il n'y a pas grand-chose qui leur attacherait sur cette terre. Et en fait, tu parlais de la romance, mais moi, il y a un autre passage qui m'a marqué qui est encore plus romantique, je dirais, c'est vraiment la résurrection de Yusuke, donc le réveil doré. Mais ça, c'est après. Oui, pardon. Alors attention, n'avançons pas trop vite parce que du coup, si les gens ne l'ont pas encore lu, il faut pas pousser trop loin. Juste un autre point avant que tu avances un tout petit peu plus loin. Il y a aussi un autre élément, un autre personnage dont on n'a pas encore parlé, qui est introduit dès le tome 1, qui est Kuwabara. Oui, c'est vrai. Kuwabara qui est super important aussi dans l'incendie parce qu'il se révèle héroïque. Oui. Lui, il a pas de pouvoir. Lui, il va pas dans le monde des morts. Lui, il a pas tout ça. Ça reste ce qu'on en est, un humain normal. Et c'est même pas son pote, c'est censé être son pire ennemi. Oui, à la base, c'est son rival. Si c'est son rival, on sait que c'est parce qu'en fait, ils s'aiment un petit peu. Enfin, ils s'aiment de bromance. Voilà. Il se révèle aussi super héroïque. Pendant l'incendie et il va même se révéler héroïque un paquet de fois. Oui, complètement. Et en même temps, c'est dans l'ordre des choses qui arrivent, que ça soit elle ou Kuwabara, c'est les premières personnes avec qui il a des contacts de la Terre. Et c'est évidemment deux personnages qui vont être super importants derrière, même au niveau du développement du scénario, un petit peu moins pour Keiko, mais Kuwabara beaucoup plus. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que toutes ces petites histoires, ce qui ne ressemblera pas du tout au reste du manga, je trouve qu'elles ont un aspect assez touchante et elles ont un peu tendance à me rappeler les premières histoires de Bleach, qui sont vraiment toujours des histoires d'exorcisme, de fantômes, où tu viens, c'est vraiment à l'échelle individuelle. On est sur des histoires vraiment à l'échelle individuelle, alors qu'à la fin, on est sur des histoires planétaires, ténébreuses, enfer, paradis et compagnie. Que ce soit sur Bleach avec Tite Kubo ou Jujutsu Kaisen avec Gege Akutami, ils se sont quand même vachement inspirés de Yu Yu Hakusho l'un comme l'autre. Pour revenir juste sur Yu Yu Hakusho, un dernier petit point sur l'incendie. Depuis le début, en fait, il fait des actions pour essayer de retrouver son corps et à la fin de l'incendie pour sauver Keiko, sans le savoir, il fait pas exprès, mais en fait il crame entre guillemets toutes les bonnes actions qu'il a faites pour sauver Keiko, pour qu'elle puisse le sauver. Mais il s'en fiche. Oui, il s'en fiche. Voilà, c'est ça. Il dit ça vaut le coup. Non, mais pour clore cet épisode de l'incendie et on va dire de la romance en général dans cette série, en fait, il faut pas oublier qu'il y a quand même Video Girl Eye qui a été le carton de l'époque. Vrai. Et quand tu regardes les dessins, je suis désolée, mais Keiko, elle ressemble beaucoup aux héroïnes de Katsura. Et je pense que c'est un stade où il se cherche encore, en fait. Il essaye plein de choses, il essaye la comédie, il essaye des romances, il mélange les trucs de Loubar. Et petit à petit, tu vas arriver au truc de vraiment l'au-delà. Donc bon, on va y arriver. Hein, mais je pense que c'est vraiment intéressant d'un point de vue du structurel, parce qu'on voit à quel point il a été influencé et combien en fait tous les mangaka de l'époque baignaient dans une sorte de bain et ils se transmettaient des idées, ils devaient échanger beaucoup plus qu'on ne le croit en fait. Chapitre 17, donc maintenant dans le tome 2, tu voulais en parler parce que c'est... Bah oui, c'est la scène qui moi me fait penser vraiment à quelque chose de romantique, quoi, parce que pour le coup, ça y est, il a fait toutes ses bonnes actions, on lui accorde le droit de retrouver son corps et en fait, il a besoin d'énergie vitale qui se transmet par la bouche, voilà, et donc on se retrouve avec une scène de bisous
Enfin, moi, je trouve ça très drôle de voir cette espèce de relecture de La Belle au bois dormant. Parce que cette fois, qui c'est qui dort ? C'est le prince, quoi. Enfin, c'est Yusuke qui est dans les vapes, qui n'est pas encore tout à fait vivant ou mort. Enfin, on ne sait plus. Et là, à nouveau, on voit comment dire, les bonnes actions de Keiko. Parce qu'elle a beaucoup de mérite, cette jeune fille. Oui, et elle est beaucoup plus charmante que lui l'est, en tout cas, dans toute cette histoire. Bon, voilà, c'était un détour. C'était pas une 11e scène, attention. Il y en a 8 autres encore, vous inquiétez pas. On reste dans le tome 2, mais on va tout à la fin du tome 2, avec les chapitres 22, 23 qui suivent. Et donc, la rencontre avec Iei et Kurama. Oui, alors c'est la rencontre avec Kurama et c'est la rencontre avec Iei aussi en même temps entre Yusuke. Et donc au final, c'est les grands débuts de la bande de Yusuke. Donc à ce moment-là, c'est dans le tome 2, ça se passe au chapitre 22. Il y a Kurama qui vient rendre visite à Yusuke de lui-même. Il vient lui rendre la relique qu'il lui avait promis. Et en fait, là, on va commencer à découvrir le background de Kurama. Et je trouve que c'est marrant parce qu'on s'est beaucoup concentré sur les humains dans une première partie avec les fantômes qui sont d'anciens humains. Et là maintenant on va passer aux monstres qui à la base sont juste monstrueux, mais là avec Kurama on commence à comprendre qu'ils ont des backgrounds. Eux aussi ont des histoires qui sont parfois compliquées. Et je trouve que c'est toujours encore un de ces moments de moralité dont on parlait. Et moi c'est un de mes passages de bascule parce que je me souviens que dès que je les avais vus ces deux persos, je m'étais dit eux ils vont rester, ça se voit au graphisme, alors que le troisième qui est là tu sais déjà qu'il va pas rester, tu vois. Alors que je trouve ça marrant comment même d'un point de vue image ça t'impacte tout de suite qu'avec ces chara-design ils vont rester. Ouais, tu vois qu'ils ont des chara-design bien supérieurs. L'histoire juste, il vient lui rapporter une relique qu'il lui a rapportée parce qu'entre temps Yusuke on lui a confié des missions de détective des ténèbres et notamment d'aller chercher ses reliques. C'est là où il rencontre d'abord en tant qu'ennemi Kurama et Iei et ensuite ils deviennent une bande, la bande qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est vrai que là ça va tellement vite le côté ennemi à ami que c'est quand même super sympa. Oui, c'est clair, ça va super vite. Alors jusque là la série elle avait, je trouve, vraiment un ton humoristique, comme disait Julie. Tu vois que d'ailleurs il y a un truc qui m'a vraiment sauté aux yeux pendant la relecture, c'est les persos en SD. Il en fait très souvent au début du manga et même pas forcément que sur des scènes humoristiques. Parfois c'est même sur des scènes de baston où tu vois que les persos ils sont en petit. Et là c'est le moment de la bascule même graphique avec l'arrivée de Kurama et Iei. Et d'ailleurs Iei, la première fois qu'il arrive, il est vraiment minuscule, c'est ouf, on dirait vraiment un enfant quoi. Et là déjà tu commences à voir la bascule graphique où il commence à allonger ses persos beaucoup plus. Et du coup forcément là on arrive sur du dessin qui moi me plaît plus aussi quoi. Ouais, alors moi je vais juste dire un point de détail, mais c'est que en fait de Kurama et Hiei, en fait c'est des noms de villes, de montagnes qui sont très célèbres à Kyoto quoi. Donc c'est drôle parce que tu sais que les personnages ils vont par pair, voilà, ce serait ridicule de les séparer. Mais ça c'était les lecteurs là-bas, ceux qui parlaient japonais. Nous on n'en avait aucune idée quand on était qu'on découvrait ce manga dans les années 90. En plus du design, il y avait même un indice sur le nom, tu vois. Ouais. Mais oui, mais c'est ça qui est toujours fort dans les mangas, mais qu'on remarque que après. Ouais. Bien longtemps, tu sais, quand tu vieillis, tu fais c'est pour ça qu'il s'appelait comme ça. J'adore à chaque fois. Passons au tome 3 maintenant. Le tome 3, nouvelle édition toujours, chapitre 27. Entre-temps, Yusuke s'est rendu compte qu'il avait besoin d'un peu de force, d'un peu de pouvoir, et donc il est parti s'entraîner. Et donc il est allé voir une vieille femme pour s'entraîner. Et c'est là qu'arrive un des premiers trucs, je dis bien truc, je peux dire trope de Yu Yu Hakusho, c'est un premier tournoi. Ouais. Et spoiler alerte, il y en aura d'autres. Il y en aura beaucoup dans toute l'œuvre de Togashi. Il se passe quoi dans ce premier tournoi ? On arrive sur la fin des épreuves d'examen de Yusuke pour être pris comme apprenti. Voilà, ça c'est même pas encore pour avoir un nouveau pouvoir, c'est juste pour être pris comme apprenti pour ensuite de s'entraîner. Exactement.
Et c'est vraiment c'est le début des bah voilà, hein, comme tu disais, des tournois en pagaille. Et c'est marrant parce qu'en plus c'est pas un vrai tournoi dès le début. C'est d'abord il y a des épreuves spirituelles. Et effectivement là je trouve que on voit déjà des similitudes avec Hunter x Hunter. Tu vois, ça démarre avec une épreuve dans la forêt. T'arrives à l'examen, il y a plein de persos. Tu sais, c'est les trucs que Togashi refait dans Hunter avec l'examen. T'as carrément un des personnages que tu vois, c'est Hanzo de Hunter x Hunter. Tu vois, c'est un ninja qui est chauve et il est d'ailleurs dans une scène que je trouve très très drôle où il fait du karaoké spirituel et il est super fort là-dedans. Et voilà, dès le début, t'as un truc assez particulier, c'est que la dernière épreuve, bah ça va être un tournoi. Et le tournoi final, il va être dans le noir. Et tu vois, direct, il a quelque chose avec le tournoi, genre ouais, mais on va faire quelque chose de différent. On va pas le faire normalement, comme dans Hunter, où l'examen de Hunter termine par un tournoi, sauf qu'il n'y aura qu'un seul perdant. Bam, tu vois. Il aime bien les petites règles cheatées comme ça, et je trouve que ça rend le récit tout de suite unique en fait. Il est vraiment différent, quoi. Et en plus, il commence dans le tome 2 ce tournoi et il se prolonge dans le tome 3 où on te dit bah voilà, tout doit être fait dans le noir. Ouais. Et là, le premier combat en plus il est hyper cool parce que du coup les deux persos s'en vont dans le noir, t'entends 2-3 bruits et après il y en a un qui revient qui est à moitié blessé, t'es là genre ouah mais qu'est-ce qui s'est passé. Bon après tu vois les autres combats un peu dans le noir, mais ça fait un tournoi différent en tout cas. Ouais, c'est vrai que tu sens que Hunter est en préparation dans sa tête, quoi. Ouais, il y a parce que là, il pouvait pas du tout penser à Hunter à ce moment-là. On est trop loin en termes d'époque. Mais il y a plein de choses qu'il va réutiliser, que ce soit les lieux, l'histoire du grand arbre, le marécage, enfin tout ce que tu as cité juste avant. Et moi, j'aime bien, enfin tu dis spirituel, mais bon, ça reste une salle d'arcade, quoi. Oui, complètement. C'est une salle d'arcade spirituelle. Voilà, dans l'air du temps. Enfin, c'est vraiment un clin d'œil aux gamins japonais de l'époque, avec tous les jeux qu'ils pouvaient avoir à disposition, quoi. Et effectivement, bah là c'est bien parce qu'on se dit que enfin Yusuke il va quand même grandir, quoi. Il va peut-être gagner en maturité. Est-ce qu'il gagne vraiment en maturité Non, parce que même quand il gagne, il a le seum parce qu'il comprend seulement que du coup il va devoir s'entraîner pendant je sais pas combien de temps. Mais c'est effectivement le début, c'est le début de ce que je pourrais appeler un tournoi officiel et de tous les tournois non officiels et officiels qu'il y a dans Hunter et dans Yu Yu Hakusho. Je trouve que c'est marrant parce que tu vois que c'est vraiment un carcan scénaristique pour lui le tournoi. Des fois je pense qu'il y a certaines parties qu'il ne voit même pas forcément comme un tournoi, mais c'est des tournois à chaque fois. Et ça va continuer. On enchaîne, on continue notre lecture et puis là d'un coup on arrive au tome 4. Ah. C'est passé quand même pas mal de choses. Ils sont pas encore vraiment potes avec Yei et Kurama à ce moment-là. C'est les premières missions. Bah, en fait, tu le vois dès le début qu'ils vont se rapprocher parce que tous les indices sont là. Ouais. Oui. Et Kurama, il est déjà proche de Yusuke à ce moment-là. Bah, disons qu'il est pas trop distant. Bah, alors que y en a un qui s'en fout complètement. Ah bah Yei, oui, mais on sent que c'est. Ouais, il aime bien. Ah, il aime bien regarder. C'est marrant qu'il suive ce que fait Yusuke avec autant d'attention pour un ennemi. Bon, bref, tous les indices sont là. On peut tromper personne et on ne spoil personne en disant ça à ce moment-là du manga. On arrive à l'épisode au chapitre 46 qui laisse place un petit peu à Kuwabara, mais pas que. Non, pas que Kuwabara, mais qui va revenir sur cette idée un petit peu de romance dont tu parlais. Donc dans ce chapitre 46, en fait, Yusuke et Kuwabara, ils doivent aller sauver une jeune démon, mais qui est en détresse. Et sa particularité, c'est que quand elle pleure, elle verse des larmes de diamant. Et du coup, elle a été kidnappée par un mafieux qui veut la faire pleurer. Je trouve ça très poétique, tu vois, très mignon. Il veut la faire pleurer le plus possible pour avoir des diamants. Toguro, c'est l'homme de main de ce mafieux. Et du coup, il va trouver un moyen de faire pleurer cette démon parce qu'elle a recueilli des petits oiseaux, elle est enfermée, tu vois, c'est le seul contact qu'elle a avec l'extérieur, c'est ces petits oiseaux. Et là, attention, on commence à aller sur les chapitres juste après, 47, 48, 49. Voilà, on enchaîne et du coup
Si ils essayent de la faire pleurer, ils y arrivent plus depuis un moment. Les châtiments physiques, ça marche pas. Il y a rien qui fonctionne. Et Toguro, il vient et baf, il bouffe les oiseaux de Yukina. Et cette scène, je la trouve extrêmement choquante en fait. Que ça soit d'une manière visuelle, mais aussi dans le texte, dans les dialogues, où très clairement il lui dit, je te conseille, il lui donne un conseil, tu vois. Il lui dit en fait, je te conseille de te préparer à pleurer tout de suite parce que, en fait, sinon, je vais te donner des oiseaux à manger tous les jours, tu vois. Il y a un conseil sympa dans ce truc de. En fait, moi, je dois faire mon boulot. Je suis un professionnel, mais en fait, tu vas en chier. Donc, mets-toi à pleurer tout de suite. Ça sera plus simple. Ça sera plus simple pour tout le monde. Et là, je trouve que à partir de ce moment-là, en fait, on commence vraiment à rentrer dans cette notion de mafia des ténèbres, tu vois. Au final. C'est marrant parce que tu vois qu'on passe des niveaux au fur et à mesure des tomes. On démarre avec des esprits, après on voit des démons, après on se concentre sur les humains parmi les démons, et sur la fin de la série on sera complètement sur les humains. Mais je trouve que c'est marrant parce que là c'est le moment où il commence à distiller cette notion de mafia, une notion que évidemment on retrouve dans Hunter x Hunter. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment cool d'avoir ce truc là, genre ah ok, il y a le monde de la pègre, mais il y a aussi le monde de la pègre démoniaque. Je trouve que c'est un lore qui marche trop bien de base. La mafia et le monde démoniaque, ça marche extrêmement bien, quoi. T'as l'air tellement passionné par Toguro sans le dire, j'adore. Parce que en évidemment. Fait, sachez que Cagnard adore Toguro. Oui, il nous en parle tout le temps. Non mais je l'adore. C'est très compliqué de faire mon top des personnages préférés dans Yu Yu Hakusho. C'est vraiment très compliqué parce que je trouve qu'ils sont vraiment bien écrits pour le coup. Et Toguro, la finesse d'écriture est assez impressionnante vu la carrure du bonhomme. Et du coup, on a sélectionné cette partie-là, cette séquence-là, parce que c'est la séquence où tu vois arriver Toguro aussi pour la première fois. Et même si au début tu peux le prendre pour un personnage un peu secondaire, un homme de main, tu vas comprendre à travers cette histoire que non, ça va devenir un protagoniste très important. Et tu le comprends dès la fin de cette séquence-là, avec les chapitres 50-51, parce qu'on assiste déjà à la mort de Toguro. Oh. Oui, une fausse mort de Toguro, évidemment. Ouais, mais crédible. Un acte héroïque de Kuwabara. Parce que c'est lui le héros de cette petite partie là, Kuwabara, parce que c'est lui qui met et qui donne de lui-même, qui donne le coup final pour tuer Toguro. Alors en réalité, donc maintenant vous avez lu cette partie-là, Toguro a fait semblant de mourir pour laisser passer l'histoire, parce que déjà il se dit tiens, ils sont rigolos ces deux-là. Ouais. Et puis il y avait de l'argent derrière. Exactement. Oui. Et tu vois qu'ils se relèvent et que l'espèce de mafieux qui les a engagés, enfin l'homme d'affaires qui les a engagés, il le liquide. Ah ouais, non, là pour le coup c'est assez violent. Et je trouve que c'est le changement, l'arrivée de Toguro, c'est vraiment, ça y est, comme tu dis, tu t'enfonces dans la noirceur, quoi. Le monde du dessous, en plus du dessous démoniaque, vraiment des magouilles et des choses qui ne devraient pas être connues d'enfants de 14 ans en fait. Parce que non, les deux, c'est vrai, ils ont 14 ans. Quoi, aussi, il a 14 ans. Et donc là, tu fais ah, d'accord, bon, allons-y. Et là, il y a une espèce de tournant. Et tu sais que on passe un cap et on va aller vers des trucs de plus en plus sérieux, de plus en plus dangereux en fait. Mais on doit parler quand même de cette séquence parce que de base c'est la séquence où Kuwabara rencontre l'amour de sa vie et vraiment une des parties que je trouve pas le mieux traité de l'humour, de l'amour, mais l'amour humoristique. Je trouve que c'est rare quand c'est bien fait, mais c'est le point de départ de cette relation qui est hyper drôle entre Kuwabara et Yukina. C'est Yukina s'il dit pas de bêtises. Et qui n'a aucune incidence sur quoi que ce soit ensuite. Non. Si, sur les combats, mec. Oui. Ça a une incidence sur les combats, c'est quand même ouf, non? Mais ça n'a pas d'incidence sur l'histoire, c'est-à-dire que... Non, pas vraiment, mais j'adore cette histoire. C'est satellite, et ça va accompagner l'histoire, mais on vous dit pas comment, parce que c'est assez marrant. Non, je reviens juste sur la fin, le moment où il se réveille, où Toguro se réveille, qui est assez génial. La mise en scène est parfaite. Je trouve que tout va bien jusqu'au coup final quand il tue le mafieux à la fin. Tout est parfait. Et là on a fin du chapitre. Et ensuite on enchaîne au chapitre suivant. Et l'histoire continue. Et l'histoire prend une autre tournure après. Mais voilà, je trouve que c'est tellement parfait sur cette partie-là. Avant d'arriver plus loin, c'est où? C'est dans le tome 6 avec
Toguro en couverture de la nouvelle édition, évidemment. Tome 6, chapitre 82, où on parle de Kurama. Ouais, donc pour resituer au lecteur, Toguro a organisé un énorme tournoi auquel il a invité Yuzuke et toute sa petite bande. Donc on assiste à un nouveau tournoi, mais celui-là c'est un tournoi vrai, il est officiel, on peut dire celui-là. Ouais, il y a une speakerine et tout, je veux dire. Il s'appelle Tournoi des Ténèbres. Il y a un hall, il y a un ring, il a fait tout bien. Et de la triche, évidemment. Évidemment, énormément de triche. C'est une partie que j'adore de ce tournoi. La bande de Urameshi fait vraiment partie des outsiders de ce tournoi dans lequel ce sont les seuls humains. C'est ça. Enfin, non, il y a 2 humains. Il y a 2 humains et d'autres. Ouais. Mais tout le monde veut les bouffer. Tout le monde espère qu'ils vont perdre à tous les matchs et du coup ça correspond vachement bien, je trouve, à cette ambiance où, parce que c'est quand même on est quand même sur des persos furieux, tu vois, qui participent à un tournoi, du coup qui est de la vanne et tout. Je trouve que c'est très logique, ça marche bien, tu vois. Et donc à partir de ce moment-là, le tournoi qui est organisé par Toguro, il continue, t'as les différents affrontements, hein. Et il s'enchaîne jusqu'au moment où t'arrives et Kurama est en difficulté, et c'est vrai que là tu sais pas trop ce qui peut se passer, et finalement il y a ce truc qui est assez classique pour un shonen, mais une transformation. Et Kurama va retrouver son apparence d'origine, et évidemment il va être surpuissant. T'as toujours l'impression qu'il se bat à 5% alors qu'il est vraiment il est surpuissant, et je trouve que c'est un moment qui est assez intéressant, parce que souvent j'ai l'impression que Kurama c'est celui qui évolue le moins au niveau des combats. Si je le mets en contradiction avec Iei par exemple, qui lui devient de plus en plus puissant, Kurama lui il est toujours à la limite du combat. Et là d'un coup en fait il fait un chemin un petit peu inverse en revenant à ses origines. Lui du coup il retrouve sa puissance d'antan, et je trouve que ça donne une prestance, une noblesse au personnage qui est vraiment folle, quoi. Oui, mais il l'a déjà en fait. Oui, bien sûr. Dès ses premières apparitions tu sens qu'il a quelque chose d'autre, qu'il est différent, et en fait c'est drôle parce que juste avant dans le tome 5 il y a quand même un chapitre où il a un autre combat qui pour moi je l'ai surnommé le CAP esthétique et coiffure, parce qu'il se bat contre un mec qui fait du maquillage, et lui il lui montre qu'il peut se battre aussi avec ses cheveux, enfin bon bref, c'est quand même assez drôle, assez détourné. Bon, en plus ça montre à quel point Togashi est fou dans sa tête, et il peut te faire des combats avec des thématiques aussi alors futiles. Que le combat est violent, hein, et oui, plus. Et en plus il est intéressant, il est bien amené, mais ça reste quand même du maquillage de combat et de la coiffure de combat. Je sais pas comment le tourner autrement, mais moi ce que j'aime beaucoup aussi c'est que finalement en fait c'est ça, tu comprends à ce moment-là à quel point Kurama c'est la caution noblesse du monde des démons. En fait il est pas une espèce de petite racaille qui vient emmerder les humains, contrairement à Yosuke ou d'autres. Oui, mais ou même tous les autres démons qui sont les spectateurs et qui le considèrent comme un traître, quoi. Et il y a une espèce de classe vraiment qui apparaît comme ça d'un coup quand il retrouve son ancienne apparence, et j'aime bien aussi cette idée que grâce à la transformation il peut en imposer, alors que elle est pas si imposante que ça, sa forme. Tu vois, c'est pas un Toguro qui est immense, qui prend toute la place dans une page. Non, c'est même tout le contraire. Et en fait, il inspire quand même une espèce de froideur. Ouais, mais il a un côté mi-homme, mi-bête qui est quand même toujours assez impressionnant, oui, tu vois. Il ressemble à moitié à un elfe, tu vois, il a des grandes oreilles. Un elfe renard, alors. Oui, un elfe renard. Il est gris argenté. Mais c'est marrant parce que pendant très longtemps, on a toujours dit au Japon que, les observateurs et critiques manga au Japon ont toujours dit que le succès de Yu Yu Hakusho était aussi dû à la façon dont le manga a conquis le public féminin. Ah bah oui, mais il y est pour quelque chose. Alors là, Kurama, et notamment avec cette transformation, parce qu'il passe en mode mi-homme, mi-bête, beau gosse. Bah oui, quand même.
Mais je pense que Kurama, mais faut pas oublier EA aussi, je pense, pour les filles, parce que le profil du bad boy, ça, je pense que ça peut bien marcher. D'ailleurs, Kurama, c'est quand même hyper, tu sais, il jette des roses, tu vois. D'ailleurs, à un moment, il fait une référence à Sailor Moon, je sais pas si vous l'avez vu. Oui. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a un petit échange. C'est rigolo quand même, parce que c'est un peu caricatural, quoi, les roses, mais en fait, là, du coup, quand il passe en forme Yoko, tu vois, même les roses, elles deviennent, ça devient genre des bombes atomiques, tu vois. Faut faire super attention. Je trouve que c'est vraiment savamment fait, tu vois. Et alors pour ceux qui n'ont pas lu Yu Yu Hakusho, mais qui aiment bien écouter l'émission parce qu'on dit des bêtises entre temps, mais qui connaissent par exemple l'Attaque des Titans, faut voir EA comme le Levi de l'Attaque des Titans. Complètement. Voilà, enfin, plutôt Levi est le EA de l'Attaque des Titans. Tu préfères lequel du coup entre les deux? Bah EA. Ouais, moi aussi. Oui, quand même. Et pourtant, je l'adore aussi. Hein, mais... Parce que pour moi, c'est toujours été une version Togashi de Vegeta, en fait. Yay. Mais t'as complètement raison. C'est totalement ça aussi. Et ça, on le voit beaucoup plus loin dans la série. Mais même dès le début, en fait. Oui, le fait qu'il le regarde en disant je suis pas content, oh là là, je suis un méchant, mais je te regarde beaucoup. Ils vont être des éternels rivaux à la manière de Sangoku et Vegeta, évidemment. Mais c'est vrai que il y a ce côté-là qui est toujours très sympa. Donc dans un tournoi où par la suite, alors on peut continuer tranquillement le déroulement du tournoi. Donc finissez le tome 6 et arrivé au tome 7. Beaucoup de blagues, je trouve, dans ce tournoi, et beaucoup de rebondissements très what the fuck. Oui. Complètement. Quand on éjecte Kuwabara à l'autre bout, qui doit revenir deux fois en plus, quoi. Quand les filles arrivent. Oui, ouais. Improbable. Ça n'a aucun sens. Non, surtout qu'ils aiment pas les humains. Et là, il y a 4 nénettes qui se pointent. Et même là, la mère de Yuzuki, elle est suffisamment flippante pour faire peur aux autres démons qui sont autour d'elle. Tu vois, c'est quand même rigolo ce truc de. Il y a beaucoup d'humour. T'as raison, parce que en même temps, le tournoi permet évidemment d'avoir des profils très différents de méchants et d'adversaires, on va dire, parce que c'est un truc qu'on comprend très vite. Il y a des vrais méchants, mais il y a aussi des adversaires avec des valeurs plus nobles. Il y a d'autres adversaires qui ressemblent beaucoup plus à Yuzuki. Je pense à Zen, tu vois, c'est un combattant pur. Et il se reconnaît énormément avec Yuzuki. C'est vrai que t'as l'impression que tous les affrontements sont assez différents, parce qu'en plus il y a cette notion de triche où vraiment toute l'organisation est contre eux. Moi, c'est toujours cette séquence que j'adore où vraiment Iei et Yuzuki sont à 2 doigts de dire bon, vas-y, c'est bon, là maintenant on pète un plomb, on va y aller pour de bon et on va tout défoncer. Et je suis là, putain, c'est osé quand même. Tu sais, dans la grande tradition des tournois de manga, je crois n'avoir jamais lu genre on s'en fout, on va tout péter, tu vois, on envoie valser le règlement et on va tout péter. Et je la trouve toujours, cette séquence par exemple, je la trouve classe et drôle en même temps, tu vois, parce qu'ils sont en train de se mettre à moitié sur la gueule aussi. Mais tu remarques que c'est une remarque de démon. Évidemment. J'adore. On avance dans le tome 7, chapitre 89, 90, 80. Bon, lisez une bonne moitié du tome 7 pour être sûr de ne pas vous faire spoiler sur la suite de ce tournoi. L'arrivée de Toguro est un moment fatal dans ce tournoi aussi. Enfin, dans ce tournoi, dans la suite de cette histoire. Bah oui, parce qu'il y a quand même des moments de tension dramatique, hein. C'est pas que des choses rigolotes et des combats à couper le souffle. Et donc là, on va avoir une très très mauvaise surprise finalement, parce que je pense pas qu'on s'y attende quand on lit ce passage. En tout cas, pas aujourd'hui. On peut s'y attendre avec tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a eu en main. À l'époque, peut-être pas. Ouais, et donc, comment dire, ils étaient en équipe jusqu'à présent, et il y avait un personnage un peu mystérieux, étrange dans leur équipe, qui portait un masque, et ils avaient des doutes quant à son identité. Personnage qui se révèle être Genkai, donc le maître de Yusuke. Et de Kuwabara aussi. Et de Kuwabara, c'est vrai. Il se trouve que là, Genkai, elle donne tout, quoi, elle a pris ses précautions.
Elle a commencé à transmettre son savoir, à vraiment former ses disciples. Enfin, en tout cas, Yusuke, c'est vraiment son disciple, celui à qui elle va transmettre toutes ses techniques, son savoir et même, je pense, on peut dire son énergie, quoi, carrément. Et vraiment, on arrive sur un tome, sur un chapitre, le chapitre 90-91, où elle se retrouve face à son passé, et qui va la rattraper et qui va lui laisser aucune chance, quoi. Et qui se termine par une double page. Oui. D'une simplicité et qui est absolument double évocatrice, page blanche avec une tache de sang. C'est une scène qui est poignante en plus, parce que je trouve que Toguro est hyper cruel avec elle, tu vois. Il y va pas avec le dos de la cuillère, alors que c'est des anciens amis, voire des anciens amoureux aussi, parce qu'on comprend qu'il y a un truc chez eux. Tard, je pense. Je sais pas trop, tu vois, si on était plus sur de la pure amitié, mais je trouve que on est vraiment sur la preuve absolue de la cruauté de Toguro, sur la manière dont il la respecte. Il arrête pas de lui dire t'as vieilli, t'as flétri, je vais te rendre service, je vais te tuer, en fait. Non mais tu sais, je trouve ça hyper fort. Togashi à ce moment-là est en train de se concentrer à diaboliser Toguro, et il le fait exprès, je pense. Oui. C'est vraiment à dessein de quelque chose. Oui et non, parce que finalement t'as quand même le point de vue de Genkai, et elle apporte des petites pistes pour comprendre enfin ce personnage de Toguro. En fait, tu as commencé à se dévoiler dans le tome 6 aux alentours du chapitre 77, parce que là elle commence à sentir que c'est la fin pour elle, donc elle prend ses précautions, et voilà, elle prépare Yusuke à ce qui va lui arriver. Elle lui propose justement elle le teste en lui disant mais est-ce que tu es prêt à me tuer pour avoir accès à mon savoir, à mes connaissances. Et là, la scène du tome 7, ça fait un miroir parfait, parce que tu as vraiment ces compagnons d'armes qui n'ont pas réussi là où elle a réussi avec son jeune disciple à lui transmettre des choses qui sont que au-delà de la volonté de puissance, du désir de destruction, il faut avoir des bases solides, il faut savoir pourquoi on se bat. Et ce que le personnage de Toguro semble avoir vraiment oublié, quoi. C'est pour ça que je parlais de cruauté, de cruauté de son côté, mais je trouve que ça fait partie du mécanisme narratif, tu vois, pour comprendre Toguro, et qui fait que quand tu termines ce cycle à la fin du combat, alors évidemment le combat d'Uzuke et Toguro est magnifique, il est complètement malade, mais quand le combat est terminé et que tu comprends, enfin tu sais, tu vois que Toguro rejoint Genkai et ils parlent ensemble une dernière fois, quand tu termines ce cycle, je trouve que c'est un truc vraiment assez magique. À la fin, tu n'as vraiment plus trop de haine pour Toguro, et je trouve que c'est vraiment une manière magnifique de terminer un arc où t'as réussi à diaboliser à ce point le méchant, à l'iconiser. C'est vraiment un être de pure force, on va dire, et à la fin t'es là genre il a même réussi à donner une leçon à Yusuke, c'est quand même chouette, c'est quand même beau, et je trouve que voilà, c'est vraiment une clôture d'arc que je trouve dans les plus réussis dans le shonen de bagarre, on va dire, de tournoi, pardon. On continue de lire Yu Yu Hakusho, on assiste à ce tournoi, ça se termine, ils vont revenir dans le monde des humains. Tout le monde ne revient, enfin bref, ça vous l'avez compris. Et maintenant on arrive à la toute fin du tome 8, début du tome 9. Ouais. Avancer un petit peu jusqu'au début du tome 9 pour aller à la résolution de cette partie-là. Et là, leurs ennemis ne sont plus des démons, mais des humains. Ouais. Avec Yusuke qui se fait kidnapper, avec là une partie énigme, épreuve, et là on voit toute la folie de Togashi qui explose enfin. Ah ouais, grave. Parce que ça annonce tout ce qu'on va ensuite kiffer avec Hunter. Moi je trouve que ça c'est super intéressant, parce qu'il y a aussi, je reviens à cette histoire d'échange d'influence et d'idées. Là ça fait un peu écho au début de JoJo's,
quand les stands arrivent, tu vois, où tu dis waouh, il y a des trucs qui dépassent l'entendement et t'as pas besoin d'aller jusque dans le monde des démons pour que en fait ça arrive vraiment. Je trouve qu'il l'a très bien. Enfin, on sent que ça y est, c'est fini comment dire, la période de recherche quoi. Il sait ce qu'il veut faire. Il va créer des règles, il va créer des personnages qui doivent comment dire. Vraiment explorer toutes les compétences possibles qui soient pas la force c'est fini, ça y est, on a passé Toguro, on a passé cette idée que la puissance elle doit être que physique, etc. Et c'est vraiment intéressant de voir que il pense à des choses comme les mots ou comme les vêtements, enfin il y a plein de choses après qu'il va pouvoir exploiter quoi. Et un côté très énigme aussi qui mais ça, se met au milieu de tout ça. Ouais, carrément, mais je trouve que c'est une entrée en matière d'arc. Alors moi, soyons clairs, j'ai jamais réussi à me décider entre l'arc de Sensui et l'arc de Toguro, lequel je préfère. Mais en vrai, je pense que je préfère Sensui parce que c'est rien que la manière d'introduire cet arc, je la trouve originale. Comme tu dis, Julie, on vient de parler de puissance, on a fait un arc entier basé sur la puissance pure. Et la morale de cet arc, c'était que la puissance pure ne servait pas. Il fallait aussi avoir un cœur et aussi avoir un cerveau. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant d'amener cette idée au moment où on sait que Yuzuke est à l'heure actuelle l'être le plus fort de la Terre, c'est sûr, du monde des démons, non, c'est mort. Je trouve ça hyper intelligent de l'amener justement sur le terrain, le dernier terrain où il pouvait pas être bon, c'est-à-dire l'intelligence. Parce que Yuzuke est bête en fait, là il pense se faire une baston avec 3 gars, il est là yes, je vais me faire une petite bagarre et bam il se fait avoir. Et ça c'est ce qu'on va avoir sur tout l'arc de Sensui, vraiment à chaque fois on va lui rappeler utilise ton cerveau, tu te précipites et tu fais n'importe quoi. Et je trouve que c'est une bonne problématique à donner à Yuzuke au début de cet arc. On était vraiment sur le truc de la puissance avant et là je trouve ça vraiment intéressant, genre serre-toi de ta tête. Et comme tu disais là, le niveau de dessin pour moi il est maximal, c'est vraiment n'importe quoi. Je vais reprendre un exemple à la con, c'est les coups de poing de Yuzuke. C'est fou à quel point, tu sais, à cause de One Punch Man, on a oublié la puissance des coups de poing de Togashi, en fait, même tout simplement. Ouais. Et c'est vrai que dans Yu Yu Hakusho, les coups de poing de Yuzuke, c'est vraiment quelque chose qui est dessiné de manière. Le poing s'enfonce dans le corps et tu vois 5 ou 6 impacts, il devient de plus en plus rapide. Il a des effets graphiques pour la rapidité des coups de Yuzuke. Et je trouve que c'est vraiment magnifique parce que les coups sont magnifiques, mais on n'arrête pas de dire à Yuzuke. Sois plus malin s'il te plaît, sois plus malin parce que en fait là c'est vraiment chose qui se passe. Et toute cette histoire va continuer tranquillement pour se prolonger donc dans le tome 9. Alors évidemment il y a une résolution avec ce kidnapping de Yuzuke. Oh là là. On peut avancer sur cette résolution. Et puis là on arrive sur une rencontre avec un autre personnage qui commence à leur évoquer d'autres éléments. Et alors là, donc on arrive sur la fin du tome 9. Fin du tome 9, avancer aussi un petit peu tranquillement sur le tome 10 aussi. Et on arrive donc sur une fameuse cassette, la Black Parade. Black Chapter, pardon. Ouais, c'est ça. On arrive en fait sur la partie flashback de Sensui. On avait déjà eu quelques éléments d'infos sur ce personnage, mais là t'as vraiment le vrai flashback où tu vas comprendre que en fait c'est un ancien détective des ténèbres, donc comme Yuzuke, mais qui a priori est parti en vrille à un moment pendant sa dernière affaire, et donc tu comprends que Sensui a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, avec une image super marquante, une image qui est vraiment malade, qui pour moi est vraiment l'un des points de bascule, d'un des points de pivot en fait de Yu Yu Hakusho, où vraiment on parlait des monstres, beaucoup des monstres avant, et là maintenant on parle des humains. Là les humains sont problématiques et on va les mettre au même niveau que les démons. Donc vraiment c'est une scène qui est horrible, c'est une espèce d'orgie où des humains sont en train de torturer des démons qui ont l'air en plus innocents. Depuis, Sensui a complètement perdu foi en l'humanité et a décidé de créer un énorme trou reliant la Terre aux démons. Et en fait il veut d'une, l'apocalypse sur Terre, et deux, c'est un personnage qui est devenu tellement puissant qui est devenu trop puissant pour la Terre en fait, et que maintenant il veut affronter des monstres qui sont vraiment forts et du côté des ténèbres. Mais en fait c'est une scène qui est tout droit sortie de Berserk quoi. En fait, non mais c'est vrai, et en fait c'est là où tu te dis parce que
c'était dans le Shonen Jump. C'était pas Oui, dans c'était dans le Shonen Jump. les magazines destinés à un public un peu plus adulte. Donc effectivement, ouais, c'est quand même bien marquant. Je me souviens que quand j'ai découvert cette page, moi, ça m'avait vraiment choqué. Moi aussi, j'en voulais aux humains, tu vois. Et je trouve qu'elle tient la relecture. Là, je les ai relus cette semaine. Ça marche toujours autant. Cette scène n'est même pas une double page, c'est une pleine page. Mais elle est tellement impactante, il y a tellement d'éléments différents, la noirceur est tellement forte que t'es obligé de fixer et de dire non, c'est horrible. Et surtout, elle est très riche comme image. Oui. C'est une illustration, plus qu'une image. Et tu la lis, tu vas dedans parce que t'as une espèce de curiosité morbide qui Bien va sûr, avec. Tu la parcours de la même manière que Sensui parcourt cette scène, je pense. En plus, c'est là aussi où tu te rends compte tout le trajet qu'il a fait au niveau du graphisme. Quand tu vois les premiers dessins dans les premiers tomes et que tu arrives au tome 9 avec cette image-là, que tu es obligé de lire, effectivement, de mettre tes mains dedans, dans la crasse et le cambouis comme les autres. C'est ça qui est dérangeant en fait. Ouais. Et on vous la décrit pas, mais toute personne qui a lu Yu Hakusho se souvient de cette image. Et là, normalement, si vous n'avez pas lu mais que vous avez quand même écouté l'émission, vous avez envie de lire Yu Hakusho juste pour arriver à cette image. Et il y a un autre élément. Donc, il a progressé effectivement graphiquement, où il a trouvé, où il a réussi à mettre en place quelques trouvailles graphiques aussi. Là, il est au sommet. Hein. Vraiment, graphiquement, c'est fou ce qu'il fait sur l'arc de Sensui. Et ce qui est fort, c'est que là, on est quand même proche de la fin de la série. Il reste quoi, une trentaine de chapitres. Et les enjeux s'élèvent encore plus. Oui. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on commence, rappelez-vous, début d'émission, on commence par la mort de Yusuki. Il a voulu sauver un enfant, il doit être détective des ténèbres, faut qu'il retrouve son corps. On était à l'échelle individuelle d'histoire de personnes, quoi. Là, maintenant, on est à l'échelle du monde. Monde des démons, monde des humains. Et qui n'arrête pas de s'agrandir en fait. C'est ça on aussi. apprend les catégories de monstres. Oh là, les persos qu'on aime bien sont pas si forts que ça finalement. Il y a des rangs pour classer les démons, enfin tout ça. Effectivement, j'avais complètement oublié cette partie. Et en fait, c'est bien parce que tu vois, il te dit pas, comme Yusuke qui revient et qui se dit je suis fort maintenant. Bah non, en fait, tu sais rien. Et le monde est vaste et ne finit pas de s'agrandir. C'est ce qui est répété souvent de toute façon dans Yu Yu Hakusho, et je trouve que en plus de Sensui, les personnages qui gravitent autour de Sensui, ils sont hyper intéressants aussi parce que encore une fois on est sur des humains, et je trouve que c'est une véritable définition des humains qui se trouvent mal adaptés à notre société en fait, qui en veulent plus, et je trouve que c'est fascinant de partir de démons et d'arriver à des asociaux, tu vois, mais qu'on va ramener vers la lumière en leur disant non, il y a autre chose, il y a une autre voie qui est possible. Je trouve que c'est des très belles constructions de personnages. Je pense surtout aux petits qu'ils affrontent pour les jeux vidéo. La scène, elle est dramatique. Toi qui adores Kurama, Julie, cette scène, elle est folle parce que là, on va assister à Kurama qui devient froid, ce qu'il n'avait jamais fait encore jusque-là, où vraiment là, c'est trop. Là, on touche à la moralité des démons aussi. Et il y a vraiment, c'est l'arc ultime, je trouve. Tout est maîtrisé à la perfection. T'as beaucoup de scènes extrêmement badass. T'as des combats. Il y a un affrontement entre Yusuke et Yei qui est trop bien, alors qu'il sert à rien. C'était juste pour déstresser un peu Yusuke. Tu vois ce truc tu vois ce truc quand même, genre allez viens, tape-toi bien un coup comme ça, t'auras la tête un peu plus vide et tu pourras aller te battre. C'est le genre de logique qu'il y a dans les affrontements du Yu Hakusho, et je trouve ça à chaque fois hyper drôle, quoi. Et puis à la fin, donc maintenant vous pouvez aller à la fin du manga si vous ne l'avez pas terminé. C'est le moment de vous lancer dans les ultimes tomes de Yu Yu Hakusho. Qu'est-ce qu'on dit de cette fin? Qu'est-ce qu'on dit de ce dernier arc? On a monté en enjeu, on a monté en tension, on a monté en intensité. Et puis il y a ce dernier arc. En fait, il est déjà annoncé à la fin de l'arc précédent, donc tu vois que dans la tête de Togashi, c'était réfléchi. Hein. Je trouve qu'il y a un truc vraiment très logique dans le sens où là, ils se sont tous alliés, tu vois, pour se battre contre Sensui. Là maintenant, place aux ténèbres, place à un nouveau monde, comme dans Hunter x Hunter, tu vois. Et là, on t'explique rapidement les tenants et les aboutissants des la géopolitique différents des démons, empereurs qu'il y a. Et en fait, il part sur quelque chose de vachement intéressant, c'est-à-dire que oui, ça va
va être un autre tournoi. Mais là, en fait, chacun des persos ne sera plus avec les autres. Chacun va devoir potentiellement s'affronter. Et ça promet d'énormes choses, en fait, parce que déjà, tu rencontres le père de Yusuke, qui est quand même plutôt... Enfin, pas son père, mais son incarnation ténèbres, démon, dieu, / chevelu, en tout cas. Et je trouve ça, évidemment, ça me fait toujours un petit peu de peine parce que je trouve qu'il y a beaucoup de promesses là-dedans quand il le développe. T'es là genre ah ouais, ça va être trop cool, et bon bah après tout est abrégé très rapidement et c'est toujours un petit peu dommage, mais je trouve que même là-dessus, même sur cette fin, Togashi nous prouve quand même qu'il est capable de finir un truc hyper rapidement. Et honnêtement, si je veux être honnête, je trouve que la fin est complète, en fait. Toutes les infos, il a le dit. Toutes les infos que je veux, je les ai. C'est vrai, et j'ai pas les affrontements que je voulais, ça on est bien d'accord. On est d'accord, et c'est assez amusant, on va dire, aujourd'hui de regarder la fin du Yu Yu Hakusho alors que Togashi a fait une émission de radio au Japon où il a dit qu'il avait plusieurs fins et il en a décrit une qui est pas géniale. Pour Hunter, ouais. Pour Hunter, et une fin potentielle pour Hunter qui est pas folle. J'ai pas lu. Mais moi qui, si, moi je l'ai lu, mais enfin je l'ai lu, j'ai lu le descriptif qu'il en a fait. Oui. Et c'est une fin qui peut être cohérente, quoi. Non mais moi en fait j'ai vraiment failli y aller, mais je me suis dit attends, t'es bête ou quoi? Si tu veux la lire un jour, lis-la le jour où il meurt. Oui, c'est ce qu'il veut, c'est quasi, c'est son testament, tu vois. C'est genre... Ouais, mais t'en auras peut-être une autre. Enfin moi j'ose espérer que justement sa santé sera suffisamment bonne pour. J'espère, mais je me suis retenu, je me suis dit on va vraiment la laisser en in case of emergency, tu vois. En tout cas, oui, Julie. Oui, non, parce que je pense que non, ce qui est intéressant avec ce dernier arc, c'est que ça y est. Enfin, tu sais qu'il est prêt pour commencer Hunter, quoi. Et parce que ça y est, t'as les cases blindées de texte. Ouais, c'est clair. T'as les dessins qui sont devenus encore plus nerveux qu'avant. Mais même le combat contre son père. Ah oui, économie totale. Ouais, complètement. Il va vite, il avance. On va vite, on avance. Et puis, je sais pas. Enfin, il y a eu une espèce d'urgence à la fin, peut-être, qui n'est pas une urgence, il faut finir à tout prix. Non, mais je pense que dans sa façon de faire, ça y est, il a un switch. Il sait qu'il veut parler d'autre chose. Il veut parler de Hunter et il veut plus. Enfin, genre, c'est fini les démons. Au revoir. Il fait le level E entre temps. Hein. Ouais, je sais pas parce que en plus, il bâcle vraiment pas les dessins. Non, c'est pas bâclé. En fait, il augmente encore son niveau, je trouve, de détails sur la caractérisation des personnages, et il va beaucoup plus loin même sur les décors aussi, bizarrement, parce que là, il doit montrer à quoi ressemblent les ténèbres. Et par contre, là où je te rejoins, Julie, c'est que je pense qu'une partie de cette imagination des ténèbres qu'il a eu, je pense qu'elle est transposée dans le monde de Hunter x Hunter, dans le monde très folklorique, tu vois, où tout peut se passer, mais je trouve qu'il apporte énormément de soin aux personnages quand même sur les dessins. Ils deviennent vraiment ils deviennent pas réalistes, mais on tend vers le réalisme du dessin de Togashi, qu'il abandonnera plutôt sur Hunter qui a moins ce truc, moins ce truc réaliste, quoi. Et ben on va rusher nous la fin de cette émission, puisque ça y est, on doit déjà vous laisser. Ça fait une heure qu'on parle de Yu Yu Hakusho. Maxime. Ça c'est de ta faute, hein, Cagnard. Oh. C'était une horreur, on allait tellement vite, j'en ai marre. Voilà, comment lire Yu Yu Hakusho en une heure? On a tenté un truc. Ouais. On a tenté une aventure pour essayer de vous faire revivre cette saga en une heure de temps. J'espère en tout cas que ça vous a donné envie de relire le manga. Moi ça m'a fait trop plaisir déjà ça m'a donné l'occasion de relire Yu Yu, donc c'était parfait. Mais c'est toujours autant un plaisir de parler de cette série et de conseiller aux gens de dire allez-y vraiment, parce que effectivement même si les 5 premiers tomes sont un peu un peu mignons, on va dire, ça vaut tellement le coup. Après c'est vraiment c'est une série qui est folle, et encore une fois qui est unique, qui est fait par un auteur qui est fou, et du coup c'est vraiment un shonen neketsu comme il n'y en a pas d'autres, de la même manière exactement comme tu disais Julie pour Jojo, quoi. Et de la même manière qu'il n'y a pas de shonen neketsu, on vous l'a déjà dit. J'attendais que tu le dises. Bon, écoute, non, mais franchement, il faut le lire, effectivement. Fantastique, démoniaque. Ouais, moi je vais relire plus tranquillement là.
Mais vous l'avez entendu, du coup, si vous avez envie de partager votre lecture de Yu Yu Hakusho, Cagnard est là pour répondre à vous vos questions. et pour répondre à toutes vos questions et pour débattre avec vous. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de création française ou francophone. Merci de nous avoir écoutés. Ciao, salut. Merci. Salut.